on va attaquer avec cette table ronde. Si vous voulez bien regagner vos places. Donc l'idée ce matin, c'était de permettre sur cette séquence de vous donner à voir une diversité de projets nourriciers portés par des collectivités locales à différentes échelles et dans différents contextes. Et donc je vais vous présenter les intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer. Donc on a autour de la table aujourd'hui donc Julie Scherer. Vous êtes chef de projet, responsable du projet alimentaire de la ville d'Épinal. Donc Épinal, c'est la préfecture des Vosges. 32 000 habitants, 17 écoles et 1 millier de repas par jour à fournir. 500 de plus avec les maisons de retraite, parce que c'est aussi une des composantes du projet, on en parlera. Un projet politique fort autour de l'autonomie alimentaire du territoire, que vous nous décrirez. Et une régie agricole d'1,5 hectare qui est en production depuis 2021. Donc à vos côtés, Patricia Vornich, vous êtes responsable du service agriculture et alimentation à la métropole de Lyon et chef de projet de la ferme maraîchère métropolitaine. Alors pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas suivi tous les épisodes des réformes territoriales en France, je rappelle que la métropole de Lyon, c'est à la fois une intercommunalité et un département. Et que donc à ce titre, vous avez notamment la responsabilité des collégiens. Et donc 26 000 collégiens qui mangent tous les jours sur la métropole de Lyon. Et on sait qu'à cet âge-là, ils ont faim. Voilà. Et un restaurant administratif qui sert 11 000 repas par jour. Non, 1000, pardon. Et donc une ferme métropolitaine qui est en cours d'aménagement sur une dizaine d'hectares, sur 2 sites, on en parlera. À vos côtés, Jean-Claude Félix. Vous êtes maire de Roquebaron depuis 1995, ancien cadre dans des grandes entreprises. Roquebaron, c'est une petite ville du Var, 5400 habitants. 550 repas par jour à la cantine. Dans vos mandats successifs, il y a toujours eu un axe politique fort autour de la préservation du cadre de vie, le développement économique et la jeunesse. Et donc cette volonté de faire de votre ville une ville attractive pour les enfants et les familles. Et ça s'est notamment traduit depuis l'été dernier par la création d'une ferme municipale sur un peu plus d'1 hectare. On en reparlera. Et donc, enfin, à vos côtés, Estelle Tarragon. Vous êtes directrice générale déléguée à la mairie de Villejuif. Donc, Villejuif, on est en première couronne parisienne. Pas beaucoup de verdure, encore moins d'agriculture. Et donc, votre ferme communale, vous êtes allé la chercher sur le Bon Coin, à 160 km au sud, dans Lyon. Vous raconterez ce modèle assez original et cette belle aventure. Voilà, donc on va avoir une première temps d'échange là avec les intervenants et intervenantes pour qu'elles puissent vous présenter leur projet, et puis ensuite on vous donnera la parole à la salle pour que vous puissiez poser des questions. Je vais me tourner vers vous, Julie, donc à Épinal pour débuter. Ce qui m'a frappé quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'il y a vraiment une colonne vertébrale forte dans le projet spinacien qui est l'assiette des enfants et la qualité de cette assiette. Et en cherchant à améliorer la qualité de la restauration collective, ça vous a amené à mettre en œuvre plein d'actions complémentaires, que ce soit l'organisation et l'approvisionnement des cantines, le foncier agricole, l'installation, la création d'une ferme maraîchère. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement le chemin que vous avez parcouru depuis 2018 ? Oui, alors bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui à Montsartou parce que cette ville et ce projet a pour nous une grande valeur à Épinal parce que c'est un petit peu le point de départ de tout. Je suis venue aujourd'hui accompagnée d'un cuisinier et d'un maraîcher pour montrer un petit peu que depuis quelques années on a avancé. Donc effectivement tout est parti en 2018 chez nous. Donc il faut savoir qu'on a 2500 élèves scolarisés dans nos écoles, dans 28 écoles et 17 restaurants scolaires. On travaille historiquement avec Elior, pour ne pas le citer, dans une cuisine centrale qui appartient à la commune. Et puis en 2018, on a entendu parler un petit peu de la loi Egalim qui commençait à se mettre en place, et on arrivait en fin de délégation de service public avec Elior, et on a eu envie un petit peu de mettre un petit peu plus de qualité dans l'assiette des enfants. Et le format de la DSP ne nous convenait pas parce que c'était long, parce que c'était des DSP de 8 ans et on avait peu de marge de manœuvre avec le prestataire. Donc on a mis en place un marché public de 2 ans
Seul Elior a répondu, 2 ans renouvelables. Et puis, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir vraiment à d'autres modèles qui existaient. Et puis après, c'est des concours de circonstances. C'est-à-dire qu'un jour, on est allé au cinéma avec une collègue et on a vu un film qui s'appelait Zéro Phyto, 100% bio, Gilles, c'est ça, et où on parlait de Mouansartou. Et donc on s'est renseigné un petit peu sur ce qui se faisait ici. On a vu que Mouansartou lançait un appel à candidature pour un réseau national qui s'appelait Cantine Durable Territoire Engagé. Et donc on a postulé pour faire partie de ce réseau et on a été sélectionné. Et on est venu ici une première fois en 2019, 3 jours, avec une collègue qui était ma directrice à l'époque. Et on est rentré avec des étoiles plein les yeux, en se disant qu'un autre modèle était possible, que peut-être il y avait possibilité de construire quelque chose d'intéressant à Épinal. Et donc, encore un concours de circonstances, on a demandé en rentrant un rendez-vous avec notre maire et notre DGS pour leur raconter ce qu'on avait vécu. On avait fait un diaporama avec plein de photos en leur disant que c'était vraiment génial. Et puis, le maire n'a pas pu venir et il s'est fait représenter par son premier adjoint qui, l'année d'après, s'est fait élire maire. Et on a convaincu ce premier adjoint qui est devenu maire et qui, dans sa campagne, du coup, a inscrit un projet alimentaire de territoire en visant la qualité dans l'assiette, effectivement, et l'autonomie alimentaire, dans ce qui définit politiquement. Je l'excuse d'ailleurs, Patrick Nardin, il n'a pas pu venir aujourd'hui, je le représente, c'est lui qui devait parler aujourd'hui, en disant on doit être une ville en transition. Et l'alimentation en fait partie. Donc on a l'énergie, on a l'immobilité, on a la végétalisation et on a l'alimentation. Voilà, c'est là-dessus qu'il s'est fait élire en 2020. Donc à partir de là, un petit peu de pression parce que là c'était parti. Et donc, paf, Covid, 2020. Et Mouansartou avait mis en place son DU. Et on a accueilli une stagiaire du DU Alimentation Durable, Inès, pendant le Covid. Et on lui a demandé de réaliser un diagnostic qui a permis de déterminer ce qu'on savait déjà, mais qu'on avait besoin de chiffrer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de maraîchers bio dans les Vosges pour nourrir ne serait-ce que les spinaliens. Et qu'on a interrogé les maraîchers et ça ne les intéressait pas d'alimenter la restauration collective. Donc partant de là, on s'est dit on va se lancer dans une expérimentation et puis on verra bien quoi. Donc on a la chance d'avoir un service cadre de vie très développé avec des terres qui nous appartiennent et du personnel. On produit toutes nos fleurs, etc. Donc on a pris des terres qui nous appartenaient. On s'est dit on commence à cultiver et on désigne 2 sites pilotes. Donc une maison de retraite dans laquelle on cuisinait déjà, mais on avait besoin d'améliorer un petit peu les circuits d'approvisionnement. Et puis un centre aéré qu'on a sorti du contrat Elior, dans laquelle on avait besoin de rénover la cuisine. Donc on a rénové la cuisine, on a demandé des subventions, etc. On a embauché un cuisinier, et puis on a commencé à produire des légumes sur un petit hectare. Et puis c'était parti. Au départ, juste pour les gamins des mercredis et des vacances. Et puis rapidement, on a ajouté une école. Et puis l'année d'après, on a ajouté encore 4 écoles. Et puis on s'est mis à livrer un petit peu. Donc aujourd'hui, on est, Patrick leur dira, mais on est autour de 170 repas jour sur les 1000 qu'on fait. Et donc, on n'est encore au démarrage de la démarche. Hein, puis on est parti de rien. Donc voilà, on avance en marchant. Mais on s'est fait aider par un cabinet d'études l'année dernière parce qu'on avait besoin de se structurer et d'avoir un avis extérieur pour nous aider à définir le futur modèle de restauration collective qu'on veut pour Épinal, d'un point de vue logistique, juridique
et économique. Et donc, à ce jour, on a un plan d'attaque sur les 3 prochaines années. On a décidé de mailler le territoire. La complexité chez nous, et ce qu'il n'y a pas à Montsartou, c'est que nos 1000 élèves sont répartis sur 17 sites. Donc voilà, il y a des contraintes logistiques importantes. Donc on a décidé de mailler le territoire et on va rénover une cuisine cet été dans une maison de retraite dans laquelle on va cuisiner à la rentrée de septembre. Pour les personnes âgées et pour les écoles des alentours, on va augmenter de 300 repas. On va livrer ces repas en vélo électrique. Voilà. La régie maraîchère monte en puissance. On a construit une serre bichapelle qu'on a fait de 1200 mètres carrés, qu'on a fait financer par le plan de relance, par le biais du PAT, du PETR qui porte le PAT du territoire. Je vais pas parler de ces thématiques. Gilles en a parlé des échelles de PAT. Voilà. On a notre petite idée là-dessus, mais en tout cas, ça se passe comme ça chez nous. Voilà. Et puis en 2025, on va rénover une autre cuisine qui va servir d'autres écoles. Et en 2026, encore une dernière. Et on arrivera à notre objectif d'intégrer toutes nos personnes âgées et tous nos élèves en bio et local. On va avoir un parcours semé d'embûches, certainement, mais passionnant. Et puis, juste pour terminer, je ne sais pas si je suis un petit peu longue, tout ce projet-là, ce qui est très important, c'est l'éducation. Vous l'avez dit. On a à cœur d'éduquer les enfants à une meilleure alimentation, les enfants et la population spinalienne de manière générale. L'objectif ultime de notre projet, c'est d'améliorer l'alimentation des spinaliens. Et ça passe par quoi? Ça passe par ce qu'on met dans l'assiette des enfants. On le voit à la 40 semaines, vous pourrez en parler à Patrick, notre cuisinier qui est là aujourd'hui. On a des anecdotes. Hein. La première fois qu'il a cuisiné et qu'il a fait des crèmes caramel avec du lait d'un GAEC local bio juste à côté, on a tout mis à la poubelle. C'était pas des flambis. Donc mais on y arrive. Ça prend du temps. On a remarqué qu'il fallait presque 1 an pour éduquer un palais d'un enfant. Les choux de Bruxelles, c'est pareil, c'est pas facile au début, mais voilà, on a des petites astuces et puis ça passe. Donc tout ça, c'est très important. On fait visiter notre régie maraîchère. Jean-Pierre pourra vous en parler aussi, notre maraîcher. On a des groupes qui viennent, des classes, etc. Et des publics différents tous les jours. Et puis sur notre centre, notre cuisine expérimentale à la 40 semaines, on accueille des classes, on accueille des groupes, on a un jardin pédagogique, on cuisine. Donc il y a un vrai travail éducatif de fond. Et puis là où on voit qu'on a gagné, c'est quand on a des gamins qu'on nourrit dans un restaurant scolaire en bio et local tous les jours. Et le mercredi, ils vont au centre aéré du centre social qui passe toujours par Elior. Et ça me fait penser à une anecdote que Gilles nous avait racontée avec le collège d'ici. Mais là, c'est les gamins qui sont venus nous voir en nous disant « mais c'est pas possible, on mange mal le mercredi ». Et donc, le centre social, du coup, vient nous voir en nous disant « vous pouvez pas nous livrer les repas comme vous le mercredi ». Donc ça, c'est des anecdotes qui montrent que c'est possible et que ça marche et qu'il faut continuer. Voilà. Super, merci beaucoup. On va passer à votre voisine, Patricia Vornich. À Lyon, la métropole a une politique agricole et alimentaire assez ambitieuse. Vous allez pouvoir nous en rappeler rapidement les grands axes. Et puis, ça m'intéresserait que vous nous décriviez comment s'insère le projet de ferme maraîchère métropolitaine dans cette politique globale. Et puis, qu'est-ce que ça donne concrètement sur le terrain? Ok. Donc, bonjour à tous. Merci déjà de nous accueillir, de m'accueillir. Je ne connais pas Montsartou. Quand je suis arrivée en fin 2021 sur mon poste comme chef de projet, je n'étais pas responsable de service à l'époque. Mes collègues du service, eux, venaient d'aller à Montsartou. Et quand je suis arrivée, je n'ai pas osé rappeler Montsartou pour dire « Coucou, j'aimerais venir voir votre régie ».
Donc, je vais la découvrir simplement aujourd'hui, même si j'ai beaucoup lu, etc. Donc, côté métropole de Lyon, donc nous aussi, mais comme tous, j'imagine, on a un projet alimentaire de territoire issu d'un diagnostic de 2019 qui faisait état que 95% de la production agricole du territoire était exportée. Une baisse du nombre d'agriculteurs, enfin un constat qu'on observe un petit peu partout. Et face à ce constat, il y avait aussi un tiers des ménages qui mangeaient pas bien, pas à leur faim ou mal. Voilà. Donc il y a eu une volonté de dire on va construire un PAT pour plus de résilience alimentaire et plus de justice alimentaire. Donc de là, on a un PAT avec cinq gros volets. Un volet sur une politique agricole pour accompagner nos agriculteurs, installer de nouveaux agriculteurs, développer les circuits courts, développer les filières pour faire en sorte que ce qui est produit sur le territoire reste sur le territoire et développer des outils de transformation. On a un volet donc filière, un volet justice alimentaire pour faire en sorte que les plus modestes puissent accéder à une alimentation saine. Voilà. Et on a aussi un volet restauration collective, je vais y venir parce que là la ferme s'inscrit pleinement là-dedans, et un volet évolution des pratiques alimentaires comme Madame en a parlé. Donc sur le volet restauration collective, dans le cadre de ce projet, cette mandature politique, la métropole de Lyon a voulu porter 2 gros projets en maîtrise publique. Un projet de ferme métropolitaine pour répondre à nos besoins en restauration collective, je vais y venir. Et puis un projet d'espace test qui va ouvrir cette année. Un espace test qui va accueillir 3 testeurs en maraîchage biologique, montage absolument classique, si ce n'est qu'on va avoir un volet accompagnement sur la restauration collective. Donc on n'oblige pas des résultats vis-à-vis de ces testeurs qui vont rentrer. Par contre, on va les accompagner pour qu'ils découvrent la restauration collective, pour qu'ils se forment au marché public, voilà, et pour que potentiellement demain, quand ils s'installeront, ils rêveront de s'installer, de répondre à la restauration collective, enfin on l'espère. Parce que c'est vrai que ça ne les fait pas forcément rêver, c'est très complexe. On pourra en discuter avec Mewan qui a rejoint mon équipe et qui est exploitant avant et qui me disait mais surtout je ne répondrai jamais à un marché de la restauration collective. Voilà, et voilà, donc en tout cas il y a cette obligation qui se forme, qui découvre, et bien sûr on les accompagne aussi par rapport à tous les acteurs pour qu'ils trouvent des débouchés, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que la métropole de Lyon aujourd'hui, c'est un territoire très urbain, donc très captif, et les agriculteurs en maraîchage ou fruits ou fromage, etc., ils vivent très bien des marchés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont s'embêter à répondre à des marchés de restauration collective? Donc, pour nous, c'est un vrai enjeu. Donc, je reviens à la ferme métropolitaine. Donc, notre environnement, c'est 76, j'ai toujours avec le chiffre, donc 76 collèges environ. On est 36 collèges en régie, c'est-à-dire qu'on a une partie des collèges qui sont en marché public sur la restauration, donc on gère des marchés publics, dans lequel c'est assez facile pour nous d'imposer des objectifs en matière d'atteinte de produits bio et de produits locaux. Voilà, donc là, on les a renouvelés, ils sont assez récemment et ils marchent depuis 2023. C'est plutôt satisfaisant sur ces objectifs-là. Et ensuite, on a 36 collèges en régie, c'est-à-dire des collèges voilà, avec nos propres chefs cuisiniers, nos équipes. Mais les collèges, c'est une spécificité, c'est que même si on les dote de moyens humains et techniques, ceux qui dirigent ces collèges, ce sont des personnels de l'État, ce sont des EPLE, voilà, avec un intendant qui achète. Et c'est un personnel de l'État, donc même si on lui donne un cadre en disant vous devez acheter bio, vous devez acheter local, etc., s'il n'a pas envie, il ne fait pas. Voilà. Et donc pour nous, c'est vraiment un problème. Donc c'est comment embarquer ces établissements publics pour qu'ils soient motivés et qu'ils appliquent le cadre qu'on leur donne, mais on n'a pas de sanction derrière s'ils ne le respectent pas. Voilà. Donc en tout cas c'est 36 collèges en régie, c'est 11 400 repas jour, donc ils sont servis dans ces collèges. Et ces collèges, pour beaucoup, ils s'alimentent auprès d'une centrale d'achat qui est portée par un lycée.
centrale d'achat avec qui on a essayé de travailler au moment de leur renouvellement de leur marché et qui ne nous a pas vraiment entendu sur le fait d'allotir, parce qu'allotir, ça nécessite derrière des moyens humains, hein, c'est du boulot, d'un point de vue administratif, c'est faire du sourcing, et puis derrière, c'est suivre tout ça. Voilà, donc on n'a pas vraiment entendu. Donc, conclusion, cette centrale d'achat ne permet pas, pour ceux qui commandent, de répondre aux objectifs fixés par la métropole, qui est à terme d'atteindre du 100% bio et 50% local, comme le fait un certain département qui est ici présent. Voilà, et donc on s'est dit qu'il fallait permettre une autre source d'approvisionnement. L'idée n'étant pas d'aller concurrencer, parce que ça, après, on y viendra peut-être sur les freins qu'on a pu rencontrer avec les partenaires extérieurs. Mais c'est de se dire, de toute façon, les marchés existants ne permettent pas au collège d'atteindre des objectifs, donc créons notre propre source d'approvisionnement et donc notre propre ferme métropolitaine. Voilà. Donc ça, c'est moi quand je suis arrivée, donc fin 2021, tout ce discours-là n'était pas encore construit, c'est-à-dire que je suis arrivée avec une feuille blanche, totalement blanche, pas de terrain, etc. Donc après, ça a été la recherche de terrain, avec pour nous la difficulté que les terrains dont on est propriétaire sont tous occupés par des agriculteurs. Donc après, bon, je ne sais pas si on y vient ou peut-être tout à l'heure, etc. Je ne sais pas. Mais donc il y a eu tout un travail de fait pour se dire bon, bah, quel terrain on prend. Donc une orientation pour choisir des terrains où il y avait des agriculteurs qui partaient à la retraite. C'était une bonne occasion de ne pas aller contre le monde agricole, etc. Voilà, des réflexions ensuite sur le modèle, parce que je disais des choses sur les différents modèles qui peuvent exister. Et donc, nous, le modèle, ça a été une régie internalisée, parce qu'au démarrage, peut-être que dans 10 ans, on sera sur un autre modèle, j'en sais rien. Mais c'est de se dire, au titre de... On est compétent sur la restauration scolaire, on n'est pas compétent sur la production agricole. Et donc, c'était au titre du Code de l'éducation, on va doter les collèges de moyens. Voilà, on va amener des cagettes gratuitement. C'est des moyens qu'on met à disposition des collèges, même si derrière on va avoir une comptabilité analytique quand même pour voir ce que ça nous coûte quand même. Voilà, mais en tout cas, on va faire ça comme ça. Et puis on va démarrer avec les collèges moteurs. Voilà, c'est-à-dire que on a des intendants qui aujourd'hui et des proviseurs qui sont pas du tout moteurs et qui pas du tout volontaires, c'est pas grave. Ailleurs, on a des chefs cuisiniers qui sont à fond. Ben, démarrons avec cela. Donc aujourd'hui, on a constitué un petit groupe là d'une dizaine de chefs cuisiniers. Qui sont à fond. Après, il faut aussi que les équipements permettent de répondre, d'accueillir des produits bruts. Et tous les collèges aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés au niveau des cuisines. Voilà, donc on va faire ça petit à petit. Comme vous disiez, madame, on va démarrer cette année. C'est pas encore construit, mais on a quand même planté. Voilà, et pour montrer à voir. Et puis, on se dit que ça va nous permettre de tester la logistique, enfin, tous ces sujets-là qui sont compliqués. Et puis, voilà, c'est un gros territoire, c'est 59 communes. Donc, les collèges sont un peu éclatés un petit peu de partout. Donc, il y a ces sujets-là aussi qu'on va monter en puissance petit à petit. Voilà. Et puis, dans le projet, mais comme beaucoup d'entre vous, donc rien d'innovant non plus, on a prévu aussi un accueil pédagogique demain des collégiens. On a la chance sur un des deux sites d'avoir le tram qui va avoir un arrêt l'année prochaine à 200 mètres du terrain. Donc ça aussi, c'était un argument important pour nous. Donc ça va nous permettre demain d'accueillir des collégiens qui pourront venir en tram et qui pourront découvrir en effet ce qu'ils auront dans les assiettes. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Alors, Roquebaron, c'est une plus petite ville que les deux exemples précédents. Et ça ne vous a quand même pas empêché de créer, là, en 18 mois, sur une friche qui était propriété de la commune, une ferme maraîchère municipale qui fait un peu plus d'1 hectare et qui est en production depuis bientôt 1 an. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les motivations au départ pour vous lancer dans ce projet? Je crois qu'il était dans votre projet lors des dernières élections. Et puis nous expliquer un peu comment vous vous y êtes pris, notamment en termes de moyens humains et matériels. Je vais tenter. D'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vais m'exprimer, mesdames et messieurs, avec des mots très simples, bien que je sois également, moi, un universitaire.
mais je n'ai simplement fait depuis bientôt 80 ans que l'université de la rue. Ce projet que vous venez de décrire, ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas tombé comme ça d'un chapeau. Depuis bientôt 30 ans que je suis à la tête de cette commune, quand je dis « je », c'est pour simplifier, puisqu'en réalité, un maire ne fait jamais rien. Il a des équipes et il applique les décisions de son conseil municipal. Lorsque nous sommes arrivés, on a fait un constat. La commune de Roquebaron est située sur un plateau où il y a 7 autres communes. En tout, ça représentait à l'époque, en 1995, 20 000 habitants à peu près. Et on fait un triste constat de voir que toute cette population, j'oublie mon village, toute cette population va travailler à 30 km, dépense son argent le soir à 30 km, puis rentre pour dormir. Lorsque cette population veut se distraire, elle refait 30 km, elle rentre le soir. Vous vous imaginez le bilan carbone? On ne peut même pas se l'imaginer. Alors la première volonté de notre commune a été de rapprocher le travail de l'habitat et de rapprocher l'habitat du service et du produit. Nous y sommes arrivés, nous avons créé plus de 1000 emplois, 130 commerces qui répondent à tous les besoins, tout ce dont on a besoin pour la vie de tous les jours. Aussi bien la petite commune de Roquebaron, qui aujourd'hui a largement dépassé les 6 000 habitants, que les 30 000 habitants que représente ce plateau, on a tout sur place. Pour revenir à Roquebaron, notre priorité a toujours été la jeunesse, donc les écoles. On a toujours voulu que la cantine soit exemplaire, qu'on y mange bien. Et là, je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance, bien que je ne croie ni à la chance, ni au hasard. Pour moi, c'est une loi de la nature que l'homme ne maîtrise pas. J'ai eu beaucoup de chance d'être bien entouré, et on avait une cantine que je pensais exemplaire. Puis, nous avons dû incorporer dans cette cantine des produits bio. Nous l'avons fait. Ils venaient de loin. Quelquefois, c'était en petite quantité parce que les producteurs n'avaient pas besoin de nous. On avait ce qui restait. Et avec cela, on a essayé de faire des bons repas. Vous pensez qu'au bout de 30 ans, je connais tout le monde. Et très régulièrement, je vais prendre un repas à la cantine sans prévenir. J'arrive, accompagné de 2, 3 élus ou amis, on s'installe et on mange. Et qu'est-ce que l'on constate? On mange bien, c'est vrai. Mais que, malheureusement, à la fin du repas, les plateaux reviennent et partent dans une petite poubelle avec tous les légumes à l'intérieur. Mais pratiquement, sauf les frites. Quand il y a des frites, ou les pâtes, mais ce ne sont pas des légumes. Quoique, quelques enfants ont oublié comment on faisait des pâtes. Et lorsqu'ils voient des concombres, ils voient un truc, ils ne savent pas d'où ça vient. Et la purée, savent-ils que ça se fait avec des pommes de terre? J'en doute. Bref, tout part à la poubelle. Et là, on se dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Je vous parle franchement, je n'embellis pas. Alors, on s'est dit, et pourquoi déjà dans un premier temps, on ne produirait pas de bons légumes et les mettre à la disposition, évidemment, de nos élèves. Mais ces bons légumes, même s'ils sont très bons, ils vont repartir encore à la poubelle parce que la ratatouille dans une assiette de gosse, ça part à la poubelle, ça ne rentre pas dans l'estomac. Alors, tout le monde connaît McDonald's, vous savez, la malbouffe. Donc, nous avions utilisé quelque temps auparavant, vous m'arrêtez quand je suis trop long, parce qu'il vous reste un peu de temps, madame.
L'effet McDonald's. Nous avions, il y a quelque temps, fait une expérience heureuse. Il y en a quelquefois des expériences heureuses. Lorsque nous sommes passés au tri sélectif, on a mis le paquet sur nos gosses avec des formateurs. On s'était même on faisait de l'improvisation, formateurs. Et puis on a enseigné aux gosses comment le tri. Et on a fait ça de façon ludique. Ça leur a plu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gosses en rentrant à la maison? Ils ont enseigné les parents. C'est l'effet McDonald's. On s'est dit, on va faire pareil avec la cantine, avec le bio. Alors on a intéressé les enfants à la culture. On les a emmenés sur place. Ils ont planté. C'est un langage symbolique que j'emploie. Ils n'ont pas tout planté. Ils ont planté, ils ont arrosé, ils ont vu, ils ont désherbé. Ils ont mis de l'engrais bio fabriqué sur place avec les orties et ainsi de suite. Et je les ai même vus arracher des radis où il y avait encore de la terre dessus. Ils le brossent un peu, ils le mangent, ils trouvent ça succulent. Parce que ce sont leurs radis. Sur leur territoire, c'est à eux. C'est leur propriété. Tout comme je suis un peu leur propriété maintenant. On a continué comme cela, on les a intéressés. On les a intéressés au menu également, à la façon de cuire. Et aujourd'hui, ma satisfaction, quand je croise tous ces gamins dans la rue, ils me tutoient tous, il n'y a pas de formalité, et ils me disent « T'aimes ça, toi, la ratatouille ?» Ah, j'adore ça. Ah, bah, Bidou, elle est comme ça. Et maman, elle fait la ratatouille à la maison maintenant. Et les gosses, ils mangent la ratatouille. La ratatouille, là encore, langage symbolique. Ça peut être que des courgettes, ça peut être autre chose. Beaucoup de brocolis, tiens, on fait beaucoup de brocolis. Donc, l'effet McDonald's, ça marche. Alors oui, on sert des repas bio, on en fait 600 par jour, produits sur place par nos maraîchers. Et on a réussi en 18 mois à sortir cette ferme maraîchère avec 2 personnes, 2 maraîchers employés communaux qui sont bien payés parce qu'ils le méritent, qui ont des heures de repos, qui ont des vacances, qui ont des congés payés. Mais qu'est-ce qu'ils nous le rendent bien? Ils nous gavent. C'est formidable. Et il y en a toujours trop. Et aujourd'hui, une autre satisfaction, c'est que le département qui a construit un collège il y a 9 ans sur Roquebaron, 600 gosses, vient me voir et me dit « Dis donc, tu pourrais pas nous vendre les légumes ?» Et là, on est en train d'étudier avec eux la possibilité d'agrandir cette ferme maraîchère grâce à vous, puisque vous y êtes pour 50%. Et les autres 50%, ce n'est pas moi. Les autres 50%, c'est mon directeur général des services qui est là au premier rang, dont c'est la passion. Et là encore, je ne crois pas au hasard, mais qu'est-ce qu'il a bien fait les choses, ce hasard, puisque c'est donc Fabrice Beauvois qui mène cette opération de main de maître avec vous. Moi, je ne suis là que pour faire le pitre sur la scène. Et m'entendre dire, monsieur le maire, vous avez fait un boulot comme ça, non, j'ai rien fait du tout. Mais ça ne s'arrête pas là. Merci, monsieur, pour les applaudissements. Ça ne s'arrête pas là. Parce que pour que les enfants, lorsqu'ils sont à la maison le soir, puissent manger bio, de la bonne cuisine, et j'ai retenu beaucoup, monsieur l'intervenant qui se lève là, a eu des paroles extraordinaires concernant la famille et le fait qu'on ouvre le frigo le soir, c'est ce que m'expliquent les gosses. Plus maintenant, attention, ça a changé. Ils ouvrent le frigo le soir et chacun prend un bout de jambon, un bout de machin, et on mange sur un coin de table quand il n'y a pas encore la télévision qui marche ou que chacun envoie des SMS à la famille et aux amis, il n'y a plus de cellules familiales. Eh bien, nous, on va essayer de changer tout cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour que les mamans, les papas, parce que les papas cuisinent aussi, puissent cuisiner la bonne ratatouille. On est dans le sud, on parle de la ratatouille. Eh bien, nous avons mis à la disposition des familles
qui n'ont pas de jardin parce qu'ils ont bétonné, ils ont fait la piscine au bord de la villa, on leur met ce que l'on appelle des jardins partagés. Je n'y croyais pas. Vous voyez, le maire, il peut être bête aussi. Je n'y croyais pas. C'est un succès. On commence par 30, on en fait 60 et on a racheté du terrain, on a racheté 2 hectares pour le diviser en petits terrains de 100 mètres carrés. On leur met une petite cabane dessus. Ils cultivent les légumes bio, évidemment, et ils les cuisinent le soir pour les gosses. Mais plus encore, comme je vous disais, j'arrête, hein. Comme je vous disais, ma satisfaction de croiser les gosses qui disaient « T'aimes ça la ratatouille ?» Eh bien aujourd'hui, non seulement les jardins partagés, c'est un véritable succès, mais je vous donne en 1000 ce qu'ils me demandent. Ils me demandent de leur mettre des tables et des bancs pour pouvoir se retrouver, parce qu'ils ont recréé une sorte de cellule, non pas familiale, mais amicale. Ils sont 20, ils sont 30, ils sont 40 à manger ensemble, mais c'est formidable. Et pour moi, c'est ça la vie. Merci, mesdames, messieurs. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup pour ce partage. On va se tourner vers votre voisine. Donc, Madame Tarragon, vous êtes à Villejuif. Il y a un point de départ très original du projet à Villejuif, c'est que la première commande de vos élus, c'était un besoin de nature et de reconnexion en fait, au vivant pour les enfants de la commune. Et il se trouve que pour le prix de quelques centaines ou quelques milliers de mètres carrés d'espace vert en région parisienne, on peut acheter 12 hectares de ferme maraîchère dans l'Yonne. Voilà, donc c'est assez original. Je vous propose de nous raconter un peu cette aventure. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que ça va être difficile de passer après le maire de Roquebaron. J'excuse tout de suite le maire de Villejuif qui a la transition écologique comme délégation et la première adjointe. Et la première adjointe aurait dû venir ici. Et vous ne croyez pas au hasard, mais en tout cas on croit au clin d'œil, peut-être ensemble, puisqu'elle a payé ses études en travaillant comme animatrice à Mouans-Sartoux. Donc voilà, tous les chemins mènent à Mouans-Sartoux. Oui, effectivement, c'est vrai que la demande, contrairement aux 3 précédents témoignages, à Villejuif, l'idée de ferme, elle n'est pas du tout venue d'un diagnostic ou d'un programme alimentaire ou d'une réflexion sur la restauration collective. C'était même pas dans le programme. En fait, dans le programme municipal des nouveaux élus de 2020, il y avait effectivement l'idée d'augmenter la part du bio, d'ouvrir une ferme urbaine donc sur la ville de Villejuif, mais pas l'idée d'acheter une ferme maraîchère. Peut-être quelques mots sur Villejuif. On est donc une ville de 60 000 habitants, première couronne parisienne à 2 km de Paris. 2 tiers de la ville est en îlot de chaleur, donc une ville effectivement très, très dense. Un quart de la population est en situation de pauvreté. Et donc, à l'issue de la crise sanitaire, fin 2021, le maire nous a demandé de réfléchir à la question plutôt du droit aux vacances. Et quand on a commencé à réfléchir à ça avec l'équipe, en fait, ce qui a émergé, j'essaie de faire court, c'est l'idée d'acheter un terrain d'espace vert avec une forêt et au milieu duquel coulerait une rivière et sur lequel on pourrait camper une nuit, soit avec les enfants, soit en famille. Et donc, comme on avait fait des économies pendant le Covid, puisqu'on n'avait pas pu tout dépenser, on a mis 1 million d'euros au budget supplémentaire en 2022. Et c'est vrai que ça peut sembler une somme importante, mais nous, quand on achète 500 mètres carrés à Villejuif, c'est 600 000 euros. Donc on s'était dit, 1 million d'euros, ça va nous permettre d'acheter assez facilement un terrain. On a commencé à chercher. On cherchait donc à 2 heures de Villejuif maximum. On ne voulait pas être juste à côté, mais on ne voulait pas être trop loin non plus. Et effectivement, on a été en but à des difficultés, puisqu'on trouvait des terrains qui correspondaient à notre cahier des charges, mais personne ne voulait nous vendre le terrain. On ne sait pas exactement pourquoi. On imagine que l'image de jeunes banlieusards débarquant n'a pas dû aider. C'était une image fausse, évidemment, mais en tout cas, ça a été un problème, puisque pendant 3 mois, alors qu'on avait de l'argent, alors qu'on avait l'accord, en tout cas, on n'avait pas de vendeur. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire comme tout le monde, quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas, on cherche sur le bon coin. Et donc, on a cherché sur le bon coin, et Cindy Delvoye, qui est la directrice de la transition écologique, qui est là, un jour est arrivée enthousiaste dans mon bureau en disant « Ah, j'ai trouvé ça », et puis après on allait voir nos collègues de la direction générale, et on a tous sautillé comme des lémuriens en se disant ce serait sympa. Donc on avait bien l'espace vert, on avait bien la forêt, on avait bien la rivière, mais en plus, on avait une exploitation qui fonctionnait,
donc une exploitation maraîchère biologique, donc en activité, et une ferme au sens bâtimentaire du terme, une ferme du XVe siècle. Donc, et ça rentrait dans notre budget largement, puisque ça coûtait 2 fois moins cher que ce qu'on avait prévu. Donc, on a essayé de convaincre nos élus. Ça n'a pas été trop difficile au démarrage de convaincre le maire et ses adjoints les plus proches. Ça a été plus difficile de convaincre la majorité municipale. Donc, on est allé sur place, on a rencontré les maraîchers. Et donc, c'était important, enfin, je pense que c'est là peut-être l'élément clé de réussite de ce projet, c'est que, en fait, c'est eux qui nous ont aidés aussi à convaincre les élus. La chef d'exploitation, assez rapidement, on a compris qu'elle serait d'accord pour rester avec nous, puisqu'elle cherchait à vendre parce que son mari devait partir en retraite et qu'économiquement, elle ne s'en sortait plus. Et donc, à partir du moment où on a senti qu'elle pourrait envisager de devenir salariée de la ville, donc agente municipale, c'est sûr que ça a été un peu plus facile. On a aussi demandé à Gilles Perrol d'intervenir auprès de nos élus pour démontrer tout l'intérêt du modèle. Et puis on s'est aussi adjoint les services d'AgroParisTech pour donner un peu de crédibilité, parce qu'en fait, nous, aucun d'entre nous n'était spécialiste des questions alimentaires, parce que ce n'était pas du tout notre sujet. Et en fait, c'est à partir de ce terrain, en fait, de l'existant, qu'on a construit un projet. Donc on a pris le truc complètement à l'envers. Donc au bout de 6 mois, on a réussi à convaincre, le maire a réussi à convaincre sa majorité municipale. Ils ont vraiment complètement une réflexion plutôt autour des questions de transition écologique, en disant finalement on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, tout ce temps qu'on aime, on sait qu'il faut agir. Ce projet, il est réversible. Au pire, ça ne marche pas, on revend. Ok, ça prendra un peu de temps, mais on revendra. Et en plus, il ouvre plein d'aspects, puisque nous, ce qui nous intéresse beaucoup à Villejuif, c'est les questions alimentaires, bien sûr, mais écologiques, pédagogiques, sociales, de solidarité. Et donc, en gros, notre projet, ça a été de se dire, on achète, et puis on va fournir, donc ce qu'on fait depuis le mois de novembre dernier, on fournit chaque semaine l'ensemble des crèches, puisque dans les crèches, on avait nos cuisiniers, donc c'était vraiment facile. En termes de logistique, c'était pas compliqué. Donc on livre, nos cuisiniers transforment donc les légumes et les fruits, et on livre dans un centre social, et donc bientôt dans 4, des paniers chaque semaine qu'on vend 5 €. Voilà, et donc ça c'est pour la partie alimentaire, mais comme à l'origine notre projet c'était quand même des séjours au vert, ça c'est le deuxième volet, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet du jour, mais malgré tout on fait des séjours, donc avec des personnes âgées, avec des jeunes, des familles, ça prend très doucement parce que quand même il faut les emmener, il faut leur faire découvrir le camping parce que c'est très, j'allais dire roots, enfin, c'est quand même vraiment, voilà, c'est très simple, puisque la ferme, on a décidé de ne pas investir dessus, la partie bâtimentaire, pour convaincre tout le monde que c'était un projet qui ne coûtait pas grand-chose. Économiquement, c'est très rentable, puisque évidemment les séjours coûtent moins cher. Et puis maintenant, on est la fin d'année pour les crèches, on couvrira 80% des besoins. Donc voilà, c'est un projet dont on pense qu'il marche parce qu'il est hyper simple, très facile à comprendre. Et donc nous, il nous a aidé à travailler aussi vraiment notre politique de transition écologique, parce que tout le monde comprend ce que c'est qu'une ferme, tout le monde comprend ce que c'est que de manger bio. Et voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. On a commencé à toucher du doigt une question qui arrive souvent très vite là, quand on parle de ferme maraîchère municipale, c'est la question du coût. Voilà, moi j'ai l'habitude de répondre aux élus que j'accompagne sur ces sujets-là une ferme municipale ça coûte moins cher qu'un rond-point. D'abord parce que je pense que c'est factuellement juste, et ensuite parce que je pense que ça dit quelque chose aussi de choix de priorité politique. Je me retourne vers Julie Scherer à Épinal. Tout à l'heure, vous nous avez bien décrit la transformation très qualitative de la restauration collective à Épinal, et ça s'est fait sans augmentation de tarifs pour les familles. Donc ça, je pense que c'est intéressant de le mentionner, mais alors il faut nous expliquer un petit peu quel levier vous avez pu mobiliser en termes d'économie et de subventions. Alors, oui, effectivement, le premier objectif, c'est de faire une restauration la plus bio et locale possible, sans que ça coûte plus cher ni à la ville ni aux convives. On a un système de calcul des tarifs qu'on a un petit peu copié sur Mouansartou,
avec un taux d'effort qu'on a mis en place il y a 2 ans. Voilà, on multiplie le quotient familial des familles avec un taux d'effort dans la limite d'un tarif plancher et d'un tarif plafond. Il faut savoir que Elior a énormément augmenté ses tarifs. Donc aujourd'hui, on achète un repas chez Elior à presque 7 €. Et avec tout compris, avec notre personnel, nos fluides, nos surveillants, nos animateurs, etc., un repas Elior nous coûte pas loin de 14 €, qu'on facture aux familles au maximum à 7 €. Ce qui représente un reste à charge pour la ville de la moitié du repas et un coût net pour la ville de plus d'1 million d'euros à la fin de l'année. Alors sur notre partie expérimentale qui devient de moins en moins expérimentale, c'est encore un peu tôt, mais on a réussi à quand même calculer un coût du repas avec notre personnel, avec notre cuisinier, notre maraîcher, etc., qui serait aux alentours de 12,50 €. Mais ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que dans le repas Elior qui nous coûte 7 €, on a moins de 2 € de denrées. On doit être à 1,80 € de denrées. Nous, on est bien au-delà puisque Patrick a un budget de 2,80 € par repas en termes de denrées et on produit nos légumes, ce qui nous permet de mettre plus de qualité dans l'assiette. Alors tout ça, ça passe aussi par une organisation, c'est-à-dire qu'on a déjà du personnel, on a recruté un cuisinier, mais on a fait monter en compétence des agents qui travaillaient déjà dans nos cuisines, mais qui ouvraient des barquettes, les réchauffaient, voilà. Alors c'est un autre travail, et elles ont découvert un autre métier, et elles progressent tous les jours, mais c'est beaucoup plus valorisant pour elles aussi. Et voilà. En termes de coûts, ce que ça peut représenter. Et est-ce que vous voulez que je parle un petit peu des investissements et des subventions ? Des sources d'économie aussi. Des sources d'économie, on peut penser végétalisation des assiettes, c'est peut-être un levier que vous avez mobilisé, oui, réduction du gaspillage. Oui, donc le gaspillage, c'est hyper important. Hein. On cuisine au plus juste, on ne jette presque rien. Patrick pourra en parler, mais on recuisine beaucoup de choses qui n'ont pas été mangées. On optimise au maximum. Moins de viande, mais de la meilleure. On n'est pas à 2 menus végé par semaine parce qu'on n'en est pas là au niveau pour convaincre la population. On l'a fait quelques fois de manière sans prévenir un peu, mais on a eu des retours, donc on y travaille. Mais voilà, c'est moins de viande et de la meilleure, des menus végés qualitatifs qui nous font faire des économies. Voilà, tout ça, ça constitue le fait qu'on arrive à avoir une vraie qualité dans l'assiette. Et voilà. Merci beaucoup. Même question, s'il vous plaît, monsieur le maire, à Roquebaron. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement combien vous a coûté votre ferme municipale et de quel soutien, notamment en termes de subventions, vous avez pu bénéficier ? Alors, le coût total, c'est 350 000 € et on a plus d'1 hectare, dont la moitié est couvert par des serres. Et nous avons eu environ 200 000 € d'aide. La différence, 150 000 €, ça peut représenter une somme importante, mais je vous ai dit en préambule tout à l'heure que la priorité, c'était la jeunesse, c'était les écoles. Pour les écoles, pour la jeunesse, on trouve toujours l'argent, même s'il faut le prendre ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, faire du maraîchage bio, c'est pas complètement simple. Hein. On a des aléas climatiques, des complexités de pilotage, beaucoup d'espèces cultivées différentes sur nos fermes. Des maladies et des ravageurs qui nous attendent au tournant. Faire du maraîchage municipal, c'est encore plus compliqué parce qu'on ajoute une couche de complexité, de difficultés de gestion et d'organisation administrative.
Donc le but aujourd'hui, c'est pas non plus de cacher la poussière sous le tapis et de dire que tout est rose. Et donc on va consacrer la dernière partie là, de cette table ronde un peu aux difficultés, aux freins que vous avez pu les uns et les autres rencontrer. Je me tourne pour commencer vers Patricia Vornich, la métropole de Lyon. Alors c'était rigolo, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez raconté que vous avez suscité un peu d'incrédulité à la fois à la préfecture et parmi vos collègues quand vous êtes venus demander l'immatriculation d'un tracteur au nom de la métropole de Lyon. Donc j'ai trouvé l'anecdote assez sympa. Plus généralement, j'imagine qu'il y a eu pas mal de petites difficultés d'ordre organisationnel et administratif. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes et puis la manière dont vous les surmontez? Oui. Des freins, des difficultés, j'en ai rencontré beaucoup et on en rencontre là toujours vu qu'on est en plein montage. Et alors peut-être qu'aussi notre structure de métropole de Lyon, 59 communes, 1,4 million d'habitants, enfin voilà, 9000 agents, la métropole de Lyon, fait que tout est très segmenté et très métier chez nous. Et donc, dire, on fait une exploitation agricole, à chaque fois, c'est on ne sait pas faire. Patricia, non, nos marchés ne sont pas faits pour ça. Le matériel, il n'est pas adapté. Alors qu'on a quand même des compétences en matière d'espace vert, etc. Donc, je m'étais dit, ça va être facile, je vais trouver des collègues qui savent faire. Mais non, pas du tout. Donc, les freins, il y en a eu plein, mais dès le démarrage, déjà, les fonciers, pour les repérer et puis les faire valider. Je me suis pas battue, mais on va dire que j'ai été mal reçue quand il y avait certains fonciers en disant c'est les bons parce que l'agriculteur part à la retraite, parce qu'il y a un puits, parce qu'il y a une station tram, et c'était des fonciers qui étaient destinés initialement à faire une extension de zone d'activité. Voilà. Et donc, non, Patricia, puis un tram pour une exploitation agricole, c'est débile. Enfin, voilà, j'ai pu... voilà, donc ça, c'était quand même les premiers freins internes au démarrage. Des freins externes aussi, parce que côté acteur agricole, c'était, mais qu'est-ce que la métropole de Lyon va faire une régie, ils veulent acheter tous les fonciers, et puis ça va concurrencer les acteurs agricoles existants, parce qu'on a comme... Il y a une SIC qui s'appelle BioApro qui est très structurée pour répondre au marché public. En fait, il y a aujourd'hui deux acteurs structurants coopératifs qui répondent très bien au marché public. Donc c'était, non mais Patricia, ta ferme, il ne faudra pas qu'elle produise de patates. En fait, au bout d'un moment, on se disait, mais qu'est-ce qu'elle produit alors? Parce que si on fait une ferme qui ne produit rien, ça ne sert à rien. Voilà, donc j'ai eu quand même aussi ce genre de frein externe au démarrage. Il a fallu convaincre. Voilà, et puis après, après on parle de l'opérationnel actuellement, donc on est en train d'acheter le matériel agricole. On a des travaux de réhabilitation de hangars existants sur lesquels on prend du retard parce que avoir une maîtrise d'œuvre agricole, c'est pareil. On a plein de marchés de maîtrise d'œuvre, mais ils savent construire des collèges, ils savent construire, enfin voilà, plein de choses. Mais quand on dit faut construire un bâtiment agricole, nos marchés de maîtrise d'œuvre ne savent pas faire. Donc il faut qu'on lance un marché pour avoir une maîtrise d'œuvre agricole, etc. Voilà. Et oui, là par exemple, il faut immatriculer un tracteur. On a acheté le tracteur, mais donc il faut rentrer ça d'un point de vue très administratif et d'assurance dans un... Voilà, faut intégrer ces engins dans le matériel roulant de la métropole. Et là, on nous dit, en fait, on ne sait pas faire. Et puis, on ne veut pas faire. Et puis, non, il faut faire une flotte spécifique. Je dis, mais une flotte spécifique pour 3 tracteurs, 3 camionnettes. Enfin, à un moment donné, arrêtez, quoi. On est 2 aujourd'hui, on est 2 à travailler sur ce montage, dont Mewan, qui en plus devient opérationnel. Et à côté de ça, on plante aussi. Donc, on n'a pas que à s'occuper de l'administration. Voilà, et tout est compliqué. Voilà, sur nos marchés publics, il faut monter des marchés de serre. C'est compliqué. On nous demande de faire des marchés d'appel d'offres européens pour acheter des Palox alors qu'il y a un seul distributeur. Non, il faut monter un marché parce que potentiellement, il y a des distributeurs qui existent. Enfin, voilà, et je pense que là, c'est aussi notre lourdeur de structure qui fait ça. Parce que je pense qu'à des échelles plus petites, il y a plus d'écoute, tandis que nous, on se retrouve avec des services juridiques très pyramidales. Et voilà. Donc c'est une bataille de tous les jours, mais ça nous fait beaucoup sourire et on est quand même bien content d'y arriver. Donc on va y arriver. Merci beaucoup. Et on va finir avec vous, Madame Tarragon, à Villejuif. Donc la ferme municipale, on a compris, elle est à 2 heures de route au sud. Donc j'imagine aussi qu'au quotidien, ça doit engendrer quelques complications. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes organisé à la fois au sein des services et au champ pour gérer ce projet?
Oui, donc effectivement, elle a 2 heures de route à 150 km donc de Villejuif. Donc aujourd'hui, on a 3 salariés sur site qui sont rattachés à celle qui a conduit le projet, donc la directrice de la transition écologique. C'est un projet qui a été, donc, je vous le dis, assez facile à monter, mais nous, pour le coup, on n'a eu aucun financement. Donc, parce que le fait d'acheter, enfin, à la fois d'être en régie et d'acheter dans une autre commune, un autre département, une autre région, fait qu'à chaque fois, on ne rentrait pas dans les cases. Donc, soit c'était pas la bonne région, soit notre agricultrice avait plus de 40 ans, soit le bois qu'on voulait utiliser, il n'était pas du Jura. Et donc ça, c'est vraiment des anecdotes réelles. À chaque fois, il y avait quelque chose qui bloquait. Donc, à ce jour, nous n'avons eu aucun financement. On pense que voilà, la distance n'a pas aidé, même si tout le monde trouve notre projet très bien. En interne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que peut-être que c'est la seule... Enfin, je partage complètement le témoignage de la métropole de Lyon. La seule différence, c'est que nous, on s'est peut-être un peu plus fait avoir. C'est-à-dire que c'est un projet qui nous a tous enthousiasmés. Voilà, on est des hyper citadins à la ferme, ça nous faisait rêver. Et donc, on a mal mesuré le fait qu'en interne, ça allait quand même être compliqué de travailler, de faire des travaux à 200 km. Donc, nous, il y a un des 3 maraîchers qui vient chaque semaine, donc le mardi, faire ses livraisons sur Villejuif. Et on se disait que c'était le bon moment pour qu'il récupère le matériel, pour qu'il traite les questions diverses et variées. Et en réalité, on voit bien que... et donc, on ne s'était pas pris de budget en propre. On s'était dit, ça va être chaque service qui va gérer. Et en réalité, on a exactement les mêmes difficultés. Alors, on est évidemment à une échelle beaucoup plus petite que la métropole de Lyon. Et on a l'ensemble du comité de direction qui est très enthousiaste. Donc, ça aide. Donc, à chaque fois, on arrive à le lever. Mais voilà, aujourd'hui, Cindy, elle passe, alors qu'elle est directrice de service, 60% de son temps à faire de relance, à traiter tout ça. Enfin, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, on vit vraiment la même chose. Et peut-être se dire que, enfin, en tout cas, aujourd'hui, nous, on a besoin aussi que nos collègues, ils aillent plus sur place. Heureusement, on a beaucoup de candidats, là, on va ouvrir 2 nouveaux postes. Donc, on a beaucoup de candidats de la mairie de Villejuif qui ont envie de travailler à Tenay-en-Puisaye. Et on essaye de les emmener, de faire des séminaires. Là, enfin, on voit que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition au projet, il y a une adhésion de principe, mais dans le concret, voilà, il faut vraiment que chacun se rende compte de ce que c'est et essaye de contribuer au mieux en se dépatouillant, parce que c'est quand même beaucoup de bricole, notre projet. Et on sait que ça va continuer comme ça, donc on ne va pas le faire rentrer dans une ingénierie trop complexe. Il est improvisé, pragmatique, hyper écolo, et on veut qu'il continue à fonctionner comme ça. Merci beaucoup. J'imagine que là, la diversité des projets et des témoignages ont suscité des interrogations, des envies de rebondir, des questions dans la salle. Donc on va vous donner la parole pour encore une petite vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à lever la main. On va faire circuler des micros. Bonjour, Christian Cazin du département de l'Hérault. Là, je suis pilote du PAT donc de l'Hérault. J'ai une question pour Estelle Tarragon, là, parce que je trouve ça assez intéressant, l'idée de racheter une ferme dans sa totalité, enfin qui est en exploitation, et de reprendre finalement l'exploitant sous un statut de fonctionnaire, enfin ou de contractuel, j'imagine. Alors, ma question, c'est d'abord sur l'achat de cette exploitation. Comment la SAFER a réagi à ce truc-là? Parce que moi, les témoignages que j'ai, c'est qu'en général, les SAFER et les chambres d'agri ne voient pas d'un très bon œil quand les collectivités se mettent à faire de l'agriculture. Donc, comment ça s'est passé dans votre cas? Oui, c'est la question que Julien m'avait posée la semaine dernière. Ça s'est bien passé. Enfin, tout ne s'est pas bien passé dans notre projet, mais ça s'est bien passé. Ils ont été assez neutres dans le paysage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la SAFER dans la salle. C'est pas grave. Parce que j'allais dire presque absent, donc du coup, ça n'a pas été du tout un frein pour nous. On imagine qu'en fait, les propriétaires avaient du mal à vendre, et donc
la SAFER ne nous a pas aidés, mais ne nous a pas mis de bâton dans les roues. Par contre, c'est vrai que la décision d'acheter, vraiment la décision en conseil municipal, elle date de mai dernier, et on n'a été propriétaire qu'en novembre. Donc ça peut sembler court, mais pour nous, c'était hyper long. Et voilà, mais plutôt neutre. Voilà, plutôt neutre. Merci, on va prendre une autre question. Oui, bonjour, Julien Pic, Agence Bio, groupement d'intérêt public. Merci aux différents intervenants, aux différents exemples. Je voulais juste deux petits commentaires par rapport à l'activité de l'agence qui viennent conforter un petit peu les actions qui ont été présentées. Voilà. Donc la première, c'est qu'on a un fonds de structuration de filière qui s'appelle le Fonds Avenir Bio, qui ne peut pas financer directement en fait des modèles de régie publique, mais par contre qui peut tout à fait travailler sur des tiers, pardon, ça coupe par moment, des foncières ou des activités plus sous forme de SIC. Ça a été évoqué tout à l'heure au travers de groupements de producteurs. Il y a des groupements de producteurs, par exemple en Bourgogne, puisque vous parliez de la ferme en Puisaye, qui existent. Hein. Donc il y a peut-être des structurations qui peuvent être très intéressantes à travailler sous l'angle du financement. Et la deuxième activité de l'agence, en résonance avec la journée, c'est notre campagne de communication Cuisinons plus bio, où nous recrutons des ambassadeurs. Donc on en a plusieurs en restauration collective. Et donc là, j'ai identifié plusieurs acteurs sur la région PACA, Aura et donc Épinal, on se connaît déjà. Donc ça nous intéresse de pouvoir échanger, de pouvoir traduire ça dans notre campagne de communication pour valoriser ces initiatives. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est tout le sens de ces journées, de pouvoir permettre ce type d'échange. On va prendre une autre question dans la salle. Bonjour, j'avais une question, on va dire, sur les autres productions que le maraîchage, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est une des parties des approvisionnements pour les cantines qui permettent de mettre en place très rapidement un outil de production qui est effectif, qui fonctionne. Mais je voulais savoir si dans vos collectivités, vous avez mis aussi en place des partenariats ou des fermes qui vont être pas seulement sur la partie légumes et fruits, mais qui vont être aussi sur la partie carnée, la partie des légumes secs, des céréales. Alors, est-ce que quelqu'un autour de la table a une expérience à partager? Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas que les légumes. Donc pour l'instant, nous, à petite échelle, on essaye de développer avec le cuisinier des relations avec des GAEC locaux, des fermes locales, on fait du sourcing, etc. Mais on sait qu'on va monter en puissance et qu'on ne pourra plus... Vous parliez de bricolage tout à l'heure, nous aussi on bricole beaucoup. Et il y a un moment donné où on ne pourra plus bricoler parce qu'on va devoir vraiment se professionnaliser. On a fait le choix pour la rentrée prochaine, donc 300 repas en plus, on sera à 450, de recruter donc un nouveau cuisinier pour notre nouvelle cuisine, mais aussi un acheteur, parce qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui aura le temps, beaucoup plus que là, notre cuisinier aujourd'hui, d'aller chercher. Alors il y a des choses qui se font au niveau du territoire. On voit que ça évolue au niveau des mentalités, que ça se structure au niveau des filières, mais c'est encore pas suffisamment le cas pour la RHD. Donc on a besoin de quelqu'un qui va aller taper aux portes des producteurs, essayer de faciliter un petit peu les choses, et puis mettre en place des marchés, etc. pour faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, on y arrive tout seul, de gré à gré, par connaissance, par recherche. Patrick ne fait que ça. Il a un vendeur d'œufs bio. On travaille aussi avec le GAB qui nous aide à nous mettre en lien avec des producteurs, avec la chambre d'agriculture aussi, avec un abattoir coopératif qu'on a sur le territoire, avec une légumerie qu'on a sur le territoire, avec une CUMA également. Enfin voilà. Pour l'instant, on bricole, mais on va se professionnaliser parce qu'il faut structurer tout ça. Et dernière chose, le PETR qui porte le PAT du territoire travaille, lui,
sur un outil qui va nous être utile dans le futur, un outil logistique pour la restauration collective de tout le territoire, avec, sous quelle forme on ne sait pas encore, mais du transport qui se fera entre les cuisines et les producteurs, en limitant le bilan carbone et en optimisant les trajets. Donc tout ça, ça se structure et ça se travaille aussi. Et je complète côté métropole, en plus de ce qui est dit. Et en effet, nous, au travers des marchés publics ou même de la centrale d'achat auprès de laquelle les collèges s'approvisionnent, il y a quand même un lot bio avec, je vous dis, une SIC qui répond. En fait, il n'y en a pas 50 000 qui sont capables de répondre. Avec à l'intérieur de cette SIC moult producteurs, dont en effet de l'élevage, du fromage, etc. Et également aussi pour inciter nos chefs de cuisine à commander. Donc nous, après, au travers du partenariat qu'on a avec notre GAB, qui est AgriBio, qu'on subventionne par ailleurs, en fait, ils nous accompagnent sur des actions de sensibilisation et de mobilisation sur tous ces sujets-là. Et pour vous donner un exemple, on va faire un road trip avec les chefs cuisiniers qui le souhaitent, voilà, pour les amener sur des exploitations, pour faire en sorte que demain, on sait que ces exploitations répondent au marché existant, pour faire en sorte qu'ils puissent commander, etc. Et ensuite, on a aussi mis en place, au travers d'un marché, toujours avec AgriBio, qui travaille avec BioApro, enfin, on retrouve un peu toujours les mêmes acteurs, des animations dans les collèges, où on fait venir les producteurs. Donc, ce n'est pas que des producteurs de légumes et de fruits, voilà, pour qu'ils fassent découvrir en produits bruts auprès des gamins. Voilà, puis on met des jeux, enfin, il y a tout un système d'animation. Ça marche très, très bien. Et donc, voilà, c'est petit, mais voilà, petit à petit, c'est de la pédagogie et ça fait que derrière, ça consomme et autre chose que les fruits et les légumes et que c'est bon quand même, mais très goûteux. Merci. On va prendre encore une ou deux questions dans la salle, là sur le côté et puis tout au fond. Charlie, regarde. Bonjour, je m'appelle Gabi, moi je suis maraîcher sur une ferme qui est à Marseille, qui est une ferme municipale, qui a la particularité d'être en DSP. Et du coup j'ai l'impression que là dans les exemples que vous donnez, la plupart des maraîchers ou maraîchères sont employés municipales. Et du coup je voulais savoir comment ça se passait par rapport à leur rémunération et leur temps de travail, parce que je suis bien placé pour savoir que 35 heures ça suffit pas pour produire des légumes. Et du coup je me demande un peu comment vous gérez ça. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table là, pour que chacun dise un peu comment ça fonctionne chez lui? Nous, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir déjà un service cadre de vie qui était très développé. On a une centaine d'agents dans ce service, mais on ne faisait pas de maraîchage. On a recruté Jean-Pierre, notre maraîcher, en 2022. Ouais. Et on a recruté un deuxième maraîcher, puisqu'on est un petit peu augmenté les surfaces, il y a 2-3 mois. Une maraîchère. Et alors, comment on gère les problèmes des 35 heures et des récupérations et tout ça? Chez nous, comme on a beaucoup de personnel, quand le maraîcher a un coup de bourre, le directeur met une équipe qui est dans une période un peu plus creuse pour l'aider. Et inversement, quand le maraîcher en hiver, peut-être il a un petit peu moins de travail qu'en pleine saison, il y a de la mutualisation des moyens, comme ça. Ça, c'est possible pour ça. Et puis, tout l'été, on a des astreintes qui existaient déjà pour les fleurs, pour l'horticulture, etc. Et maintenant, l'astreinte, elle s'occupe aussi de l'arrosage les week-ends, les soirs, etc. En ce qui concerne Et puis, alors, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on accueille beaucoup de stagiaires. C'est pas de l'exploitation de personnel, mais beaucoup de stagiaires et puis des chantiers de jeunes sur les fortes périodes, ce qu'on appelle les ateliers manuels pédagogiques. C'est un dispositif qu'on a chez nous où on fait bosser des gamins 4 heures par jour, enfin des gamins,
des jeunes de 17-18 ans pour leur faire découvrir le monde du travail en échange d'une petite rémunération. Et ben ces jeunes-là, quand il faut récolter des petits pois, etc., ça c'est ce qui fait marcher le système aussi. Puis nos maraîchers sont sur des contrats d'1 an, renouvelables, sur des grilles d'adjoints techniques, je pense. Oui, voilà. Je ne saurais pas vous dire exactement le salaire de Jean-Pierre, il faudrait lui demander. Mais en tout cas, effectivement, c'est ce que vous disiez, Julien, tout à l'heure. Le statut du maraîcher municipal paraît très, très intéressant et confortable. Enfin, je ne veux pas parler à la place de Jean-Pierre, mais la sécurité du salaire, les vacances, 35 heures. Et puis, vous avez une récolte qui ne marche pas pour une raison X ou Y, vous avez quand même votre salaire à la fin du mois. Donc voilà, ça peut envier certains maraîchers, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, expliquer comment c'est organisé ? Oui, je vous dirais que je pense, donc nous, on a 1,5 hectare, on a 2 maraîchers et on fait 600 repas par jour. Mais je soupçonne nos 2 maraîchers, que vous connaissez bien, de tricher et de ne pas me dire la vérité, parce qu'ils sont tellement passionnés que je pense qu'ils ne font pas 35 heures, mais peut-être un peu plus, mais surtout ils ne veulent pas le dire. En plus de cela, la ferme maraîchère est totalement autonome, vous avez pu le voir, puisqu'on est autonome en eau, en électricité, panneaux photovoltaïques, forage, arrosage automatique, mais vraiment bien dosé, il n'y a pas de gaspillage. Et puis vous avez aussi des volontaires qui passent ou qui sont connus et qui veulent donner un coup de main. Et là encore, j'ai de la chance, même si je pense que ça n'existe pas. J'ai le DGS et quelques autres. Le dimanche, on peut les retrouver avec le tuyau d'arrosage en train de faire pousser. Je voulais rajouter simplement... Je peux avoir 1 minute ? Allez, 1 minute. Je voulais rajouter simplement que, compte tenu de la sécheresse, du réchauffement climatique, nous relançons, indépendamment de tout ce que j'ai pu vous citer, la culture du pois chiche, qui nécessite moins d'eau, ou des fois peu d'eau. Et les agriculteurs en sont très heureux. On en produisait 1 ou 2 tonnes, on en fait plus de 20 tonnes aujourd'hui, rien que sur le village. Et puis, grâce à ce pois chiche c'est un pois, il est chargé en protéines, on peut sans artifice le transformer, et lorsqu'on peut faire un hamburger aux gosses, parce qu'ils aiment les hamburgers, vous savez, la malbouffe de chez McDonald's, et on peut leur faire un steak avec le pois chiche. De plus, le pois chiche a un avantage, c'est que je m'en sers pour donner une identité culinaire à la région que je représente aujourd'hui, une identité culinaire dans le but de développer un tourisme gastronomique. Vous avez à Castellodari le cassoulet, nous on a le chichoulet, c'est à peu près la même chose mais fait avec du pois chiche, et ce que je souhaite c'est que dans 3 ans, la date elle est précise, tous ceux qui viendront en vacances repartiront avec dans le coffre les bocaux de pois chiche, le petit fromage qui va avec, l'huile d'olive du pays, et avec ça, avec simplement le pois chiche, on va redynamiser donc le tourisme gastronomique. Et j'en terminerai en vous disant, n'enregistrez pas s'il vous plaît, hein. C'est que depuis que j'ai fait courir le bruit, mais peut-être même que c'est vrai, que le pois chiche était aphrodisiaque, il y a même des dames qui me demandent la posologie. Merci mesdames, messieurs. Est-ce qu'à Villejuif, vous voulez nous expliquer un petit peu comment c'est organisé, le statut des maraîchers, oui. Le temps de travail ? Donc, nos maraîchers sont agents municipaux. La responsable d'exploitation, elle est technicienne, donc catégorie B. C'est vrai que nous, on avait fait le choix de la régie justement pour pouvoir s'adapter en continu, ce qui est quand même moins facile quand on est sur d'autres régimes juridiques. Et c'est parce qu'on est tombé sur leur état d'heure et où on a bien vu comme... partout qui faisait plus que les 35 heures, qu'on a décidé du coup de créer des postes. Donc nous, ils sont annualisés, donc 1607 heures sur l'année.
Et donc, leur activité, évidemment, elle suit les saisons. Et on embauche, là, à partir de la semaine prochaine, des saisonniers quand ils nous le demandent. Donc, hélas, voilà, comme on est à distance, on ne peut envoyer des renforts que quand ce sont des métiers qu'on maîtrise. Mais comme on n'avait pas de maraîcher professionnel, et nos agents des espaces verts peuvent aider à faire de la plantation, mais vraiment sur la partie culture, ils n'ont pas encore la compétence. Donc là, on embauche des saisonniers, et donc à partir et dans quelques mois, on crée des postes durables parce qu'on augmente la surface. Nous, on calcule à peu près un équivalent temps plein pour 1 hectare de maraîchage bio. Et donc, comme on est à 2 et qu'on veut passer à 3, le terrain fait 13 hectares, donc on a encore un petit peu de marge. On s'est dit qu'à chaque hectare, on crée un poste, mais un poste permanent, quoi. Moi, je me permets juste un complément. Dans les projets qu'on accompagne, on conseille souvent d'inclure des heures supplémentaires, donc monter à 37 ou 39 heures par semaine avec les heures sup. Les annualiser évidemment, parce que ça permet de faire un peu moins l'hiver, mais pouvoir faire un peu plus sur le pic de travail du printemps. Et surtout, moi j'insiste beaucoup auprès des communes qu'on accompagne sur l'importance d'investir dans l'outil de production, automatiser tout ce qui peut l'être, irrigation, ouverture des serres. Voilà. Et donc avoir un outil de production efficient, et souvent on a plus dans une collectivité de marge de manœuvre sur l'investissement, d'autant que sur ce genre de projet on peut aller chercher de la subvention, et c'est autant d'économies qu'on fait sur le fonctionnement parce que l'outil est davantage moderne. Donc voilà, ça aussi c'est un levier qu'on peut mobiliser. On va prendre, je regarde l'heure en même temps, mais ouais, on a le temps de prendre 1 ou 2 dernières questions. Allez. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez en fait en projet ou sinon en fonctionnement des ateliers de transformation. Parce que là on passe donc des champs à la cuisine centrale. Et est-ce qu'à un moment vous stockez, vous faites des conserves, des choses comme ça? Merci. Alors, nous on a un petit atelier de transformation sur le site de Tanner qui existait déjà. Et des congélateurs. Donc pour l'instant, on ne les utilise pas, les congélateurs, mais en tout cas, on a un petit outil de transformation qu'on est en train d'équiper un peu plus. Et à Villejuif, on a une ferme urbaine dont on est en train de construire le projet. Et on se dit que, puisque maintenant on parle de nos fermes, donc sur les fermes, peut-être qu'il y aurait une complémentarité à jouer, puisque là, on n'envisage pas de produire beaucoup à Villejuif, mais vraiment d'insister plus sur la partie pédagogique. Mais comme c'est assez grand aussi, dans nos projets, on se dit que peut-être que ce serait le fil à tirer complètement de transformer sur place, éventuellement là aussi avec un réseau d'acteurs locaux d'insertion professionnelle. À Roquebaron, monsieur le maire, vous avez fabriqué une légumerie avec vos services. Oui, on a fabriqué une légumerie, mais ça c'est un peu banal. Par contre, on travaille beaucoup en accord avec le lycée agricole de Saint-Maximin, et vous pouvez tous faire pareil. Et le lycée agricole de Saint-Maximin a un département cuisine avec un matériel extraordinaire, des chefs extraordinaires, et nous propose de transformer nos excédents soit en congélation, soit en conserve, soit même en produits cuisinés conservés. Il nous propose même de former du personnel. Ça ne nous coûte rien. Ils mettent gratuitement tout le matériel et les fluides à notre disposition. Voilà, ce qui nous permet de produire beaucoup plus, peut-être dans des moments où les écoles sont fermées, et on ne perd rien. Merci. Alors nous, pour l'instant, on cuisine le matin pour le midi et on veut le maximum ne pas mettre nos légumes forcément sous vide pour qu'ils gardent le plus de nutriments. Ce qu'on envisage, là, on est en train de mettre en place un petit atelier de transformation de légumes dans un de nos sites de restauration. Parce qu'on est confronté à un problème de temps dans les cuisines, on peut en parler, mais la découpe des légumes et l'épluchage des légumes le matin, c'est ce qui prend énormément de temps. Donc on est en train de mettre en place un petit atelier pour que ce soit d'autres agents qui ne sont pas en cuisine vraiment qui puissent faire ce travail-là. Et puis, plus globalement, on est en train de contractualiser avec la légumerie de notre territoire
qui transforme les légumes pour la restauration collective. Mais nous, elle n'a pas besoin de transformer nos légumes puisqu'on les mange tout de suite. Mais sur la conservation, parce qu'ils ont un atelier de conserverie et on va être confronté au problème que tout le monde a, c'est-à-dire on a énormément de légumes au moment où on a le moins de convives. Donc on va commencer dès cet été à faire des sauces tomates, des soupes, etc., avec tous nos légumes qu'on veut garder pour l'hiver. Et puis, on est en train de réfléchir à acheter un container frigorifique qui devrait avoir une partie congélation avec des panneaux solaires au-dessus pour être autonome en énergie, pour congeler une partie des légumes aussi. Voilà. Et puis, tous les surplus de légumes qu'on a aujourd'hui, puisqu'on n'est pas encore équipé pour ça, on les donne à la banque alimentaire.